Avec l'agglo, plus belle la vie. Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Nous sommes ici à Vitrin, qui était un des points du dispositif de la ligne Maginot sur la Trouée de la Sarre. Mais la ligne Maginot, on en parlera tout à l'heure. D'abord, on se détend avec la blague de Martine. Martin, du hast noch einen kleinen Witz, gell? Oh ja, da hat seiner Fiancée, das war so Blondine, gell, ein Telefon so geschenkt, so modernes da. Und alles expliziert, wie das geht. Anrufen, Message schicken, Message hören. Und am anderen Tag hat er es angerufen, gell, und hat er gesagt, bist du zufrieden mit dem Telefon? Gefällt es? Ja, es gefällt mir gut. Aber jetzt muss ich dir doch etwas fragen, gell. Wie hast du jetzt gewusst, dass ich beim Coiffeur hocke? Oh, Mama? Ja? 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour à tous, demain samedi, l'été s'accorde une pause. Place donc à un ciel très nuageux porteur de pluie passagère. Des conditions peu propices à une élévation des températures. Elles marquent le pas et accusent un déficit de 3 à 4 degrés par rapport au normal. 15 à 17 degrés au minimum et de 19 à 21 degrés au maximum. Demain samedi 15 août, jour de l'Assomption, le soleil se lèvera à 6h21 pour se coucher à 20h44. Excellente journée à tous sur Mosaïque. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Tous les villages ont ou ont eu une fontaine, voire plusieurs, pour les besoins en eau de ses habitants. Mais avec l'eau courante qui est arrivée dans les maisons, ces fontaines, certaines ont disparu, d'autres ont été mises en valeur et ce sont les petites histoires que l'on vous raconte aujourd'hui. L'eau, source de vie. Ici, elle coule depuis bien 2 siècles. La Entenbrunnen, ou fontaine des canards, à Saint-Rinsmin, est l'une des dernières fontaines du village encore en service. On raconte ici, parole de Hensminger, que l'eau y était plus fraîche qu'ailleurs dans le village. Toute la journée, les canards venaient y boire et y laissaient leur déjection. Ce serait de là que viendrait son nom, Entenbrunnen, dans la Entengasse, la rue des canards. De canards ici aujourd'hui, il n'y en a plus guère, mais le nom est resté et fait parler les curieux. C'est une petite rue de Ypelin dont le nom peut interpeller. Dans la rue de la Fontaine, on s'attend forcément à y trouver une fontaine. Mais pas d'eau à l'horizon. Il y a pourtant eu une époque où au bout de cette rue se trouvait un abreuvoir où venaient se désaltérer les animaux du village. Mais les vaches s'étant raréfiées et l'eau courante étant arrivée dans les maisons, l'abreuvoir fut abandonné et démonté. Ceci dit, de l'eau, il y en a toujours, mais dans une grande cuve enterrée qui sert aujourd'hui de réservoir de secours aux pompiers. Il était là, à l'angle de la rue du Val-de-Blise et de la rue des Jardins. L'abreuvoir du village de Blise-et-Bersin était l'endroit où tout le monde se croisait à tout moment de la journée. Pour ne pas faire boire une eau souillée aux animaux, on les faisait boire à gauche et on rinçait son linge à droite. Cette fontaine était alimentée par la Cobach. Le ruisseau est toujours là. Mais l'abreuvoir, lui, a disparu avec l'arrivée de l'eau courante dans les maisons. Les eaux du Grisbrunnen à Blisbruck cachent bien des secrets. Chaque année, au printemps, il paraît qu'on peut entendre des rires et des cris d'enfants venant du bassin sous la lourde dalle de pierre de la fontaine. Selon la légende, lorsque les couples souhaitaient avoir un enfant, ils devaient se rendre humblement à la fontaine les soirs de pleine lune pour recevoir des mains de la fée gardienne du bassin des nouveau-nés, garçons ou filles, selon leur vœu. Un mythe dont tous les enfants de Blisbruck ont un jour été convaincus.
la source qui ne tarit jamais. Aussi loin qu'on peut remonter dans la mémoire des hommes, cette source coulait. Dans les années 1850-54, la région a connu une grande sécheresse. D'après les archives municipales de Roulin, la fontaine du village était à sec. Plus d'eau pour les habitants, ni pour les animaux. Mais la Herrgottsbrunne, elle, coulait toujours. On raconte que les femmes venaient y laver leur linge durant cette difficile période. Ce n'est peut-être pas par hasard qu'elle est la source du bon Dieu. La tradition attribue l'origine de cette fontaine à Saint Bernard, abbé de Clairvaux. Au cours de son périple en France puis en Allemagne pour prêcher la seconde croisade, il se serait arrêté au début de l'été 1147 à Sarralbe. Pour étancher la soif de l'immense foule accourue de partout, il aurait fait jaillir une source. Ensuite, celle-ci continua au fil des siècles à fournir à la cité albenoise une eau très appréciée. Et si, grâce à vous, le moulin de la Blise à Sarreguemines devenait le monument préféré des Français? Pour relever ce défi, il suffit de voter sur le site www.france2.fr, rubrique Monument préféré des Français pour le moulin de la Blise jusqu'au 18 août et de faire circuler l'appel sur le réseau Facebook. N'oubliez pas de mobiliser votre entourage. Direction maintenant la ligne Maginot. Le Fort Cassot nous avait ouvert ses portes l'an dernier. L'occasion de découvrir le bloc 3 restauré ainsi que la tranchée aménagée sur le site. Et c'est Bernard Morvan et Bertrand Klein qui nous servent de guide. Donc bienvenue chez nous au Fort Cassot. Donc je vais vous présenter aujourd'hui notre tranchée qui a été reconstituée comme à l'époque. Alors cette tranchée servait surtout aux troupes d'intervalle parce qu'il faut savoir que dans la ligne Maginot, il y avait des troupes de fortification, des troupes de forteresse qui étaient sous le béton, mais il y avait toute une infrastructure qui était à l'extérieur, il y avait les troupes d'intervalle qui avaient leurs petits abris à l'extérieur et qui devaient circuler le moins possible à la vue de l'ennemi. Donc pour se protéger, ils ont installé des tranchées. C'est une tranchée qui existait un tout petit peu plus loin, parce qu'un peu plus loin, on a un abri enterré, semi-enterré, et donc ces abris semi-enterrés avaient leur tranchée pour y accéder. Donc, comme l'original est sur un terrain privé, nous, on l'a reconstitué ici près de notre ouvrage pour pouvoir le montrer aussi aux touristes. Voilà, donc là, nous avons un poste de tir. Alors, à cet emplacement, il y avait le tireur. Il pouvait tirer soit avec son fusil, soit avec un fusil mitrailleur, soit avec une mitrailleuse Hotchkiss. Deuxième poste de tir, qui est un peu plus protégé que le premier, parce qu'il y a une sorte de petit plafond en rail, donc le tireur était un peu plus protégé des tirs ennemis. Autre modèle de poste de tir, un peu plus large que les deux autres. Donc toujours la même fonction. C'est très étroit, ça permettait le passage d'un homme. Et là, nous arrivons sous ce qu'on appelle une cloche d'observation. Alors cette cloche d'observation a été récupérée quelque part dans la nature, on l'a posée ici. Donc l'observateur montait les petits escaliers en bois et sous sa cloche, il pouvait observer les alentours sans risquer quoi que ce soit. Donc nous voici arrivés à cet abri semi-enterré. Donc vous voyez, il est un petit peu dans le sol. Il n'y a pratiquement rien qui dépasse. Et ça permettait aux soldats de l'extérieur donc de s'abriter. Équipé comme à l'origine, avec un lit pour 2 personnes, une table, un petit banc, d'origine d'ailleurs, et un petit poêle. Alors souvent on s'équipait de matériaux qu'on récupérait à l'extérieur. Il faut savoir que les villages aux alentours étaient abandonnés, donc quand on pouvait améliorer l'ordinaire, quand on pouvait par exemple trouver un petit poêle comme ça, sympathique, on l'installait dans son abri pour se chauffer. Les troupes d'intervalle, ce sont les soldats qui étaient chargés de la défense extérieure
Et malheureusement, donc, le 14 juin 1940, ces troupes d'intervalle ont eu l'ordre de repli. Donc, ces troupes d'intervalle se sont battues jusqu'au Donon. Ils sont repliés vers le Donon. Par contre, ils étaient beaucoup moins protégés que les soldats qui étaient dans le béton et qui, eux, sont restés sur leur béton jusqu'au mois de juillet. Donc, si on regarde la région d'Aurora Valley Beach, il y a plein de blocos un peu partout. C'est parsemé de blocos. Et dans ces blocos, il y avait chaque fois quelques hommes. Et ces hommes, évidemment, pour se protéger, pour dormir, étaient dans des abris semi-enterrés. Ou alors dans des abris un peu plus costauds, comme l'abri d'Aurora Valley Beach, qui se trouve à la sortie d'Aurora Valley Beach, qui était vraiment une petite caserne souterraine. Cet endroit est animé lorsque nous avons nos fameuses journées de reconstitution. Comme cette année, le 9 et 10 août prochain, il y aura une reconstitution historique, donc le fort sera animé, et cet endroit sera animé par une dizaine de soldats en uniforme d'époque, au poste de tir, et ici, ils occuperont aussi la rue. Donc nous sommes arrivés maintenant devant le bloc 3 et je vous invite à venir découvrir les dernières, pas innovations, mais les dernières rénovations que nous avons faites. Et nous allons commencer d'abord par une station de filtre qui a été remise entièrement en état et qui fonctionne. Et vous allez le voir. Donc nous pénétrons maintenant dans une salle de filtre où l'air de l'extérieur qui aurait été pollué par une attaque au gaz, donc aurait été purifié. Le système est simple, on a une prise d'air à l'extérieur, l'air, si elle n'est pas polluée, elle passe directement dans l'ouvrage et donne de l'air pur dans l'ouvrage. Si elle est polluée, à ce moment-là, on met en route ces moteurs, on ferme avec un système de vanne, on oblige l'air à passer dans les filtres ici, et l'air est redistribué pur dans l'ouvrage. Donc, il faut savoir quand même que pendant la guerre 39-45, ces installations qui étaient à la pointe du progrès n'ont pas servi, puisque pendant la guerre 39-45, contrairement à la Première Guerre mondiale, il n'y a pas eu d'utilisation de gaz. Mais nous avons restauré toute cette partie fonctionne maintenant grâce à des éléments de chez moi, des électriciens, dont notamment M. Fernand Young, qui a pris à cœur de remettre en état tout ce système. Les moteurs sont d'origine aussi. Ils ont été rebobinés seulement parce que c'était du 110 qui était à l'époque. Et maintenant, on a tout en 220 puisqu'on a transformé l'éclairage et l'alimentation de l'ouvrage à partir du courant existant maintenant. Donc tous ces moteurs sont des moteurs d'origine et tout l'ensemble, c'est d'origine. Au passage, vous pouvez découvrir ici l'appareil qui permet de savoir si l'air est pollué à l'extérieur grâce à des petites bandelettes réactives. Donc ici maintenant on est dans cette zone technique, zone où on va faire donc servir les armes, c'est la zone de toute la technicité, de tout l'accès aux cloches à la tourelle. On va commencer par une petite chambre de tir. Ici, et au passage, sur la droite, vous découvrez la chambre du chef de bloc. Alors, tu vois, on a refait l'éclairage d'époque. On a remis les verrines d'époque, en mettant bien sûr aux normes au passage les câbles et tout ce qui est sécurité. Alors ici on se trouve dans une grande chambre de tir où normalement il y a 2 jumelages de mitrailleuses. Vous les voyez ici, il y en a une qui est en place ici dans le créneau et vous voyez qu'ici il y a la possibilité d'ouvrir ce créneau et de mettre de côté ce jumelage de mitrailleuses pour le remplacer par un canon de 47 mm anti-char. Vous voyez ce canon qui est équipé de tout son système de visée. Vous avez la lunette, vous avez la culasse, vous avez le réglage en hauteur et le réglage en direction.
la bouche que vous voyez derrière étant une gouttière par laquelle les étuis vides du canon étaient évacués vers l'extérieur. Bien, ça c'est du plastique. Donc ça, bon, et là il faut attendre parce que ça c'est des trucs qui montent en température. Hein. Alors on a repris les mêmes chemins et les mêmes boîtes de dérivation, les mêmes lumières qu'il y avait à l'époque. Hein. Ce qui nous permet de faire quelque chose de très authentique. C'est ce qu'aiment les touristes, que l'on leur présente quelque chose qui est au plus près de l'originalité. C'est normal. C'est le but. Il faut que quand le touriste est ici, il ait l'impression d'apprendre quelque chose et de vivre. Vivre notre passion déjà, parce que si on fait ça, c'est qu'on aime le faire, et vivre aussi, se remettre un petit peu dans l'état d'esprit du moment et dans la manière dont les gens vivaient à l'époque. Parce que quand même, ces ouvrages à l'époque étaient quand même à la pointe du modernisme, parce que c'était construit dans les années entre 34 et 38, et quand on voit que dans les casernements ici, il y a des douches chaudes, alors que la plupart des maisons à l'époque n'avaient pas de salle de bain, et donc les gens quand ils arrivaient ici, c'était moderne. Donc ça avait été fait, il y avait un souci de confort du soldat qui n'avait pas été fait lors de la Première Guerre mondiale, et tout ça a été rattrapé à la Deuxième, forcément. On tire un certain nombre d'enseignements de la Première Guerre mondiale, et quand la ligne Maginot est construite, donc tous ces enseignements que l'on a pu tirer de la Première Guerre mondiale, on les a mis en application. Alors ici, tout a été également remis en état. Alors là, cette tourelle-là, la caractéristique, bon, déjà d'avoir que 2 mitrailleuses en haut, c'est quand même petit, c'est une grosse installation pour pas grand-chose, mais il avait été prévu de mettre un canon de 25 mm dedans. La tourelle avait été préparée pour ça, mais ça n'a jamais été mis en place. Alors cette tourelle a la particularité de fonctionner soit manuellement, soit électriquement. Et le moteur qui vient de se mettre en route est le moteur qui permet d'assurer la rotation, ce que vous avez vu à l'extérieur. Alors là, on l'a sortie et maintenant, on va la rentrer. Vous voyez, ça rentre tout seul. 96 tonnes qui manœuvrent. On peut le faire aussi, celle-ci, on peut la faire à la main. Vous avez ici le système qui permet de changer, et vous voyez qu'il y a également les manivelles qui permettent de faire manœuvrer à la main. Vous pouvez visiter le site du Fort Cassot avec les bénévoles de l'association tous les jours de l'été à 14h et 16h. Une grande reconstitution en costume dans le fort et sur son site est également programmée les 9 et 10 août prochains. Avis aux amateurs d'histoire régionale et militaire. On retrouve Bertrand Klein sur un autre site de la ligne Maginot, mais cette fois-ci dans la partie dite de la ligne Maginot aquatique. Le blocos et ce qui reste du barrage sur la Sarre sont visibles sur le chemin de halage du canal de la Sarre et ça se passe à Herbitsheim, à quelques kilomètres d'ici. Voici un lieu de Herbitsheim qui aurait bien pu tomber dans l'oubli si des passionnés ne l'avaient réhabilité. Nous voici sur l'un des ouvrages de ce que l'on appelle aujourd'hui la ligne Maginot aquatique. Donc ici on est en présence d'un plocos, on appelle ça un plocos, et ce plocos, son rôle c'était de défendre l'ouvrage qui est un peu plus loin, qui était le barrage sur la Sarre. C'est un endroit défensif qui avait pour but d'arrêter l'ennemi. Et comme il y avait beaucoup d'eau dans le coin, on a pensé faire des économies en ne construisant pas des ouvrages un peu plus importants, mais en barrant le chemin avec de l'eau. Hein. C'est-à-dire du côté de Putelange, on utilisait l'eau des lacs
et plus haut aussi. Et ici, on utilisait l'eau de la Sarre en barrant son cours avec des barrages, et cela permettait d'inonder la vallée. D'ici, donc de Herbitzheim à Sarralb. Ça, c'est les blocos de service et de protection. De l'autre côté, un peu plus loin, il y en a encore beaucoup. Hein. On en a 32 à Herbitzheim. Alors ça montre bien que la situation était entre les mains des militaires. Il reste un peu de béton, mais du béton qui a une valeur historique, puisque d'abord il n'a pas pu être enlevé, puisque c'est épais. Et ensuite, il reste une pile au milieu de la Sarre. En fait, il y en avait 6. Il reste le blocos qui est derrière dans mon dos. Et ensuite, il reste les blocos de service qui sont de l'autre côté de la Sarre et qui contenaient les moteurs et tout ce qu'il fallait pour faire fonctionner la maintenance du barrage. Alors voilà le barrage. Donc, comme on avait dit, ce barrage était constitué de 6 piles, hein, comme celle qui reste là. Ces piles, elles comportent des rainures, tout simplement parce qu'entre les 6 piles, les rainures permettaient de mettre des rideaux de poutrelles. Alors ces poutrelles étaient stockées dans un hangar qui était tout le long du barrage, de ce côté-là jusqu'à l'autre côté. Et en cas d'alerte, donc, on pouvait, grâce à un palan électrique, descendre ces poutrelles dans les rainures. Donc c'est comme 2 rideaux qu'on fermait. Et entre les 2 rideaux de poutrelles, on mettait donc la terre, des cailloux, etc. Et on fermait le barrage. C'est ce qui est arrivé donc en 1940. Et que le village a été évacué en 40, donc en septembre, la retenue d'eau s'est mise en place. Et elle est restée jusqu'à l'invasion définitive des Allemands qui sont venus donc en juin 40. Et donc elle a servi, le village était inondé. On a quelques photos où on voit même des gens marcher sur des planches et sur des parpaings, parce que l'eau rentrait dans le village. Alors on s'est passé à cet endroit-là tout simplement parce qu'ici on a bénéficié du talus du chemin de fer qui est de l'autre côté et ici de la digue du canal. Donc ici la largeur ne fait que 120 mètres. Donc c'était l'endroit idéal pour barrer la vallée de la Sarre. Et donc on arrivait à stocker en amont de ce barrage, on arrivait à stocker 3 600 000 mètres cubes d'eau. Et ce barrage était relié à par un barrage qui est à 6 km d'ici, le barrage de Vitrin, qui était un peu plus petit. Donc voilà une plaque qu'on a mise sur le Plocose qui nous parle des événements de 1940. Donc le Plocose lui-même a été construit en même temps que le barrage, donc entre 1932 et 1935. Il a été confié au 51e régiment de mitrailleurs de l'infanterie coloniale. Donc comme j'ai dit, il y avait 10 emplaceurs de tir, 5 ont été murés, équipés de fusils mitrailleurs FM 24-29. Alors sur ce barrage, pour mettre en œuvre le barrage, il y avait ce qu'on appelait une compagnie du génie qui était spécialement destinée à la mise en œuvre de ce barrage. Et parmi ces hommes, il y avait une majorité de frontaliers. Frontaliers, c'est-à-dire c'était des gens du village. Et parmi ces frontaliers, mais malheureusement, il y en a un qui est mort par noyade le 3 novembre 1939. En tout, il y a eu 3 morts par accident sur l'ouvrage. Ce Plocose, au départ, il avait 10 créneaux de tir. Et on a constaté que sur les 10 créneaux de tir, 5 ont été murés. Et on a trouvé des traces sur le béton, donc ces 5 ont été murés en 1940. Alors on ne sait pas trop pourquoi. Sans doute que l'armement n'était pas assez suffisant, parce que ce Plocose était défendu par des fusils mitrailleurs. Alors lors du déploiement de ce Plocose, lorsqu'on a mis en évidence ce Plocose, quand on a coupé les arbres et enlevé un petit peu la terre qui était autour, grosse surprise, on est tombé sur les WC de l'époque. Alors c'est des WC comme on en a partout dans la ligne Maginot, ce sont des WC, des toilettes sèches, des WC à la turque, toilettes sèches. Donc voilà le bas. Donc il faut imaginer qu'au-dessus de cette cuve, il y avait une sorte de quitoune. En dessous, il y a une citerne. Alors quand on a découvert l'ouvrage, enfin quand on a dégagé l'ouvrage, des escaliers par lesquels on vient de descendre n'existaient plus. Donc il fallait tout déplayer parce qu'il y avait du ciment qui avait coulé dessus, etc. Donc au marteau-piqueur, on a dégagé les escaliers. On a dû débloquer la porte blindée qui est ici, qui est la porte blindée d'origine, enfin au moins la partie inférieure. Malheureusement, elle ne fonctionne plus. Et pour fermer, pour sécuriser l'ouvrage, on a mis une grille à la place. Donc nous voici à l'intérieur de l'ouvrage.
Alors, donc, on voit tout autour les créneaux de tir, donc les 5 qui ont été actifs. Alors, quand on a repris l'ouvrage, malheureusement, ça servait de poubelle. Donc, on a commencé par tout déplayer, par sortir les détritus qui se trouvaient à l'intérieur. Et ensuite, il fallait tout décaper. Alors, surtout le plafond, qui était entièrement rouillé. Donc, on a décapé le plafond, on l'a traité anti-rouille, on a mis des couches de peinture. Et comme on peut le constater, malheureusement, il y a encore des traces de rouille qui traversent. Hein. Mais ça, on ne peut rien faire contre. Alors, ce créneau de tir était absent. Il manquait, donc on a refabriqué une plaque métallique pour le remplacer. Alors vous voyez que notre blockhaus est entièrement équipé. Heureusement qu'il subsiste des ouvrages abandonnés permettant de faire la récupération. Donc on a réussi à récupérer ces 4 lits, donc des lits qui datent effectivement de la ligne Maginot et qu'on a réinstallés ici dans l'ouvrage. Parce que l'équipage qui était de service ici, évidemment, dormait dans le blockhaus. De même que cette petite table et le petit tabouret typiquement ligne Maginot que vous voyez de ce côté-ci. Alors cette restauration, il y a 2 personnes qui ont cette idée-là. C'est-à-dire j'ai eu la chance de voir arriver près de chez moi là-haut M. Olivier Kirsch qui s'est occupé, qui a loué la maison de l'Éclusier, qui s'est occupé de sa restauration et ça lui tenait à cœur de remettre en état ce blockhaus. Moi, ça fait des années que je pensais aussi à ce petit blockhaus qui était abandonné. Donc, tous les deux, on s'est mis à l'ouvrage. Donc, c'est M. Olivier Kirsch qui a surtout sponsorisé. Et c'est avec l'aide de mes collègues du Fort Cassot, de Rohrbarley-Beach, qu'on a attaqué les gros travaux, les travaux de peinture, etc. Je me suis amusé à les faire tout seul. Combien de temps? Alors, on a commencé il y a à peu près 1 an. Donc on a travaillé ici pratiquement 1 an. Concernant la restauration, il ne faut pas oublier qu'au départ, les voies navigables de France nous ont donné l'autorisation parce que c'est sur leur terrain maintenant. Donc c'est eux qui ont dégagé toute la végétation qui était autour. Et ensuite, la commune nous a donné un petit coup de main aussi pour nettoyer les abords. Il ne faut pas oublier les sapeurs-pompiers qui ont nettoyé le blockhaus à l'extérieur, ainsi que donc, le Fort Cassot qui s'est beaucoup investi là-dedans. Et ce blockhaus nous sert aussi un peu de vitrine pour les touristes passage à bicyclette ou à pénichette pour faire un peu de publicité pour d'autres ouvrages, en particulier notre ouvrage qui est le Fort Cassot à Rohrbarley-Beach. Alors ici vous avez un impact d'obus qui a été tiré on ne sait pas trop quand parce qu'ici il faut dire il n'y a pas eu de bataille. Les soldats qui étaient en fraction ici, le 14 juin 40, ils ont eu l'ordre de repli, donc ils sont repliés. Donc on suppose que c'est soit pendant la guerre, soit lors de la libération qu'il y a eu un obus qui a été tiré dans l'ouvrage. Et ceci nous permet de voir un petit peu la construction de cet ouvrage. Donc les gros galets dans le béton, ainsi que l'armature métallique. Si on ne l'avait pas un peu remis en valeur, on oubliait définitivement le sens de ce barrage. Quand je ramène ici des personnes pour la visite guidée de Herbitsheim, ils sont toujours étonnés de trouver à Herbitsheim un endroit, je ne veux pas dire clé de la ligne Maginot aquatique, mais quelque chose de tout à fait surprenant. Et parfois, quand j'ai peu de monde, je leur dis, écoutez, on ne va pas faire le chemin pour aller là en bas. Alors ils disent, non, on veut voir, on veut voir. Et personne ne connaît ce que c'est la ligne Maginot aquatique, qui a été nommé ainsi après la guerre seulement. Hein. Ça faisait partie intégrante de la ligne Maginot. Et c'est dommage parce que les Allemands ont fait sauter l'ensemble de l'ouvrage et les Américains lui ont donné le coup de grâce quand ils sont venus. Et pour en savoir plus sur la ligne Maginot aquatique, rendez-vous à Sarralbe au musée du Pays d'Albe, où une grande exposition est visible tous les dimanches après-midi, et ce jusqu'aux Journées du patrimoine. N'hésitez pas, vous y apprendrez beaucoup de choses. Et puis lundi sur Mosaïque, retrouvez Jacques Bistrot, un spectacle de Detlef Schönauer avec Willy Fries et Raymond Collin, donné lors du dernier festival Mireille de Plate. 50 minutes de rire, mais en plate. Je vous souhaite une très bonne journée sur Mosaïque.